l'exploration des océans a toujours fait travailler l'imaginaire. Poussé par le commerce des épices et autres richesses, et sous couvert d'évangélisation, le monde s'est enrichi de nouvelles terres. Cette quête de la découverte des nouveaux mondes s'est souvent soldée par des disparitions et des voyages sans retour. Quelques-uns pourtant seront rescapés de cet enfer d'autant plus éprouvant qu'à cette époque, il était certain que l'on souffrirait du froid, de la faim, de la maladie, des mutineries et des châtiments. De ces 3 siècles d'exploration se dégagent 5 illustres personnages qui ont porté l'une des plus grandes épopées de l'histoire de l'humanité au cours de voyages souvent inhumains. Découvrez à travers ces récits extraordinaires comment l'Europe a tracé les cartes de l'Amérique et du Pacifique entre le XVe et le XVIIIe siècle. Vous écoutez Les Grands Explorateurs, épisode 1, Amerigo Vespucci. Vespucci, Colomb, Vasco de Gama, Magellan, Bougainville, Cook, La Pérouse sont autant de noms restés célèbres pour les voyages qu'ils ont accomplis à travers les océans. Ils sont à jamais considérés comme les pionniers de la cartographie moderne et découvreurs de la Terre dans son ensemble. Découvrir une nouvelle route, un nouveau passage, un nouveau continent, c'est repousser les limites des cartes, bien sûr. Mais pour une nation, c'est aussi être la première à en exploiter les richesses. Plus tard, ce sera pour la science et son prestige éclatant. Les côtes du Brésil, la Patagonie, le Pacifique et les confins de l'Asie font partie de cette face cachée de la Terre qu'à la fin du Moyen-Âge, il fallait explorer à tout prix. D'immenses richesses devaient s'y trouver et le paradis devait même s'y cacher. Mais comment oser affronter l'océan et ses extrémités quand on croit aux démons et à la mer des ténèbres ? Comment oser partir si loin quand la seule carte dont on dispose date de l'Antiquité ? Que de chemins parcourus pour lever les superstitions et préciser le monde tel que chacun peut l'admirer aujourd'hui. C'est à la Bibliothèque de France, au département des cartes et plans, qu'Hélène Richard veille sur un petit trésor de l'humanité. Entre ses mains, et avec beaucoup d'attention, elle sort un ouvrage qui reprend le dessin de Ptolémée, ressurgi à la fin du Moyen-Âge, époque charnière dans la connaissance du monde. Nous avons affaire ici à une édition de Ptolémée, qui est une édition imprimée, qui est apparue en 1513 et qui reprend dans une première partie les cartes de Ptolémée telles qu'on les connaît depuis la redécouverte de Ptolémée un siècle plus tôt. On y voit l'Europe, on y voit l'Afrique qui n'a pas de limite, si ce n'est la fin de la carte, et on voit l'Afrique qui s'élargit sans qu'on sache jusqu'où elle aille. L'Asie, qui là non plus n'est pas limitée, et c'est tout. C'est le monde connu du début du Moyen-Âge. Depuis que Marco Polo a vanté les richesses de l'Asie en Europe, une frénésie commerciale s'est développée pour acheminer porcelaine, pierres précieuses, soie, mais aussi et surtout les épices. Oui, les épices, qui relèvent la saveur des plats cuisinés. Un raffinement que la haute noblesse européenne est prête à s'offrir à prix d'or. Mais ceux qui tirent le plus grand profit de ce commerce sont les Vénitiens et les Génois, car ils dominent les routes de toute la Méditerranée. C'est ce qui pousse le Portugal à se lancer dans une grande épopée maritime qui le conduira à trouver le Cap, contournant l'Afrique pour accéder à l'océan Indien. Mais l'Espagne veut aussi sa part dans le juteux marché aux épices et entreprend une autre option encore plus audacieuse. Puisque la Terre est ronde, on doit pouvoir en faire le tour par l'ouest et atteindre l'Inde. En fait, entre l'Europe et l'Asie, il n'y a rien. Hélène Richard, conservateur des bibliothèques. Et ce globe de 1492 représente exactement la connaissance géographique telle que pouvait les avoir Christophe Colomb, c'est-à-dire qu'en partant
vers l'ouest, il devait trouver l'Asie des épices, et c'est donc la raison du voyage, comme chacun le sait. Nous sommes en 1492. Amerigo Vespucci est un commerçant florentin influent en affaires dans la péninsule ibérique. Il suit de très près l'exploration de Christophe Colomb, dont le voyage, soutenu par l'Espagne, ose pour la première fois tourner le dos à l'Europe et s'engager dans une navigation hauturière vers les épices. Au bout de 66 jours de haute mer, Christophe Colomb découvre une terre dont il affirme que les habitants sont des Indiens, persuadés d'avoir atteint les îles qui annoncent le continent asiatique. La carte vers l'ouest commence à s'enrichir de nouveaux tracés. La nouvelle retentit comme un coup de tonnerre au Portugal, qui à son tour veut explorer cette voie. Amerigo Vespucci s'est embarqué dans une flotte portugaise qui ne compte pas moins de 6 navires. Ils ont la mission de trouver un éventuel passage. Pendant ce temps, l'Espagne continue à envoyer Christophe Colomb, qui concentre ses investigations dans les Caraïbes. Que le monde est bien mal connu pour ces navigateurs téméraires. Comment imaginer de nos jours pareille entreprise, si ce n'est de la comparer avec un départ pour l'espace ? « 1996. Claudie Aigneret, la première spationaute française, se présente sur le pas de tir de Baïkonour. La pression est à son comble. Mais souvenons-nous, en 61, Youri Gagarin était le premier homme à être satellisé. Comme il y a 500 ans, entre l'Espagne et le Portugal, c'est la compétition entre soviétiques et américains qui pousse l'homme à relever d'incroyables défis. Aujourd'hui, le vaisseau de Claudie Aigneret s'appelle Soyouz. C'est un monstre de puissance. Et elle nous fait partager cette sensation si étrange d'un départ vers l'inconnu. Moi, j'avais eu ce besoin, non pas de me retourner comme un Vespucci qui s'éloigne du rivage pour regarder la Terre, mais j'avais eu besoin de regarder par le hublot arrimé que j'étais dans mon siège du vaisseau Soyouz, de pouvoir regarder le moment où je m'arrachais verticalement avec cette fusée. Et comment on part, comment on quitte la Terre. Et c'est très fugace, puisqu'en moins de 9 minutes, une capsule est mise en orbite avec le système de propulsion de la fusée Soyouz, et ensuite vous vous retrouvez en orbite autour de la Terre, donc avec une vision horizontale un peu magnifiée, parce que vous percevez la finitude de la planète. L'horizon a un autre sens à ce moment-là que l'horizon que pouvait avoir Vespucci en regardant son rivage. Avec le Portugal, Amerigo Vespucci est donc en route pour ce que l'on nommera plus tard le Brésil. Une terre qu'il compte longer afin d'y trouver un passage vers les Indes. De son côté, Christophe Colomb pour l'Espagne est toujours en train de se perdre dans les îles Caraïbes et bute sur l'isthme de Panama. L'instrumentation est sommaire, à une époque où l'essentiel des navigations se fait le long des côtes. Si la boussole indique le nord, l'astrolabe permet de calculer la latitude en relevant l'angle que forme l'étoile polaire avec l'horizon. Mais uniquement dans l'hémisphère nord, car passé l'équateur, l'étoile disparaîtra. Les Portugais avaient déjà une longueur d'avance sur les Espagnols dans l'art de la navigation grâce à leurs nombreux voyages autour de l'Afrique jusqu'en Inde. Mais le calcul de la longitude demeurait un mystère pour tous, comme le moyen de lutter contre le scorbut, le froid, l'eau souillée. Bref, autant de paramètres qui transforment ces voyages en véritables tours de force et ne doivent leur succès qu'à une succession d'épreuves et d'improvisations. Quand on part dans des environnements où on ne maîtrise pas tous les paramètres,
on essaie de prévenir, de prévoir le mieux possible. Bon, effectivement, dans des conditions différentes, si on est un explorateur de la mer il y a quelques siècles ou un explorateur de l'orbite terrestre, quand on envisage des explorations martiennes, on est un peu démuni comme l'étaient les premiers explorateurs. Mais il y a une phrase très significative en russe qu'on nous dit toujours avant le départ, c'est « Всё будет не так ». Ça veut dire que de toute façon, ça ne sera pas comme vous l'avez appris, comme vous l'avez répété, comme vous l'avez simulé. Il y aura toujours quelque chose qui ne sera pas. La seule chose que l'on sache sur cette expédition portugaise qui embarque Amerigo Vespucci, c'est qu'elle n'a pas quitté des yeux les côtes du Brésil pendant plus d'1 mois. Une côte nouvelle et gigantesque se dessine sur la carte. Alors, monte en Vespucci l'idée qu'il puisse s'agir d'un nouveau monde, à la dimension probable d'un nouveau continent. De retour en Europe, Amerigo Vespucci rédige quelques lettres qui attestent de son embarquement avec une flotte portugaise et surtout y consigne ses observations qui révèlent à l'Europe son nouveau pressentiment. Il nous est permis de les appeler Nouveaux Mondes, puisque nos ancêtres n'en avaient aucune connaissance et qu'ils croyaient pour la plupart qu'au-delà de la ligne équinoxiale, vers le sud, il n'y a pas de continent, mais seulement la mer, qu'ils nommaient Atlantique. Ceux qui pensaient possible qu'il existât un continent réfutaient l'idée qu'il fût une terre habitable. Mais cette affirmation est absolument fausse. Le dernier voyage que je viens de faire l'a prouvé, puisque j'ai découvert dans ces terres du Sud un continent plus riche en population et en animaux que notre Europe ou que l'Asie ou l'Afrique. Comme tous les rapports des explorateurs, cette lettre finira entre les mains du très officiel cartographe Waldseemüller, en charge d'asseoir les contours des cartes, sans cesse remaniées. Et en signant sa lettre, Amerigo Vespucci ne soupçonne pas encore l'importance ni la portée de son récit. Donc ce volume qui est en fait une édition de Martin Waldseemüller. Hélène Richard, conservateur des bibliothèques. Martin Waldseemüller, on le sait, est celui qui a fait apparaître sur une carte en 1507 pour la première fois le nom d'Amérique. Et on voit qu'entre l'Europe et l'Asie, il y a un autre monde qui est une terre nouvelle, où il fait apparaître le nom d'Amérique, qui va rester à ce continent. America pour Amerigo Vespucci. C'est ce nom légèrement écorché que les cartes retiendront pour l'éternité. L'imprimerie avait fait son œuvre. En Espagne, le prestige d'Amerigo Vespucci prend le dessus sur celui de Colón. Et il est nommé premier pilote de la Casa de Contratación à Séville, poste clé pour l'exploration du Nouveau Monde. Car désormais, Vespucci étudie et valide les projets des navigateurs avant qu'ils ne soient présentés au roi qui les financera. Mais l'histoire, avec un grand H, retiendra que c'est Christophe Colomb qui fut le véritable pionnier de l'exploration de l'Amérique et son mérite surpasse tous ceux qui l'ont suivi, comme ce Vespucci qui eut juste la bonne intuition de le nommer Nouveau Monde dans une lettre tombée entre les mains du cartographe Waldseemüller. L'idée que ces îles et ces terres puissent appartenir à un autre continent ne faisait aucun doute pour Amerigo Vespucci, contrairement à Colomb qui s'entêtait à croire qu'il allait bientôt atteindre le Gange. Une brèche vient seulement d'être ouverte du côté de la face cachée de la Terre. Certes, une page importante est écrite, mais déjà elle se tourne, car la frénésie aventurière de l'homme le pousse à voir toujours plus loin. Un certain Fernão de Magalhães, dit Magellan, vient de prendre la mer. Vous venez d'écouter Les Grands Explorateurs. Si vous avez aimé ce podcast, vous pouvez vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée et suivre Initial Studio sur les réseaux sociaux.
Les Grands Explorateurs est un podcast coproduit par Initial Studio et Grand Angle Productions, adapté du documentaire audiovisuel Les Cartes des Grands Explorateurs, coproduit par Grand Angle Productions et France Télévisions, réalisé par Gilles Kebaili, écrit par Guillaume Pérez et Gilles Kebaili, produit par Jean-Luc Millan et raconté par Herlé Jouon. Production exécutive du podcast, Initial Studio. Production éditoriale, Sarah Koskiewicz et Louise Nguyen. Montage, Camille Legras. Avec la voix de Benjamin Septemours.